Mon métier, il n'a pas de nom aujourd'hui, mais je sais qu'il me permet de trouver ma place. Je crois que mon fil conducteur pour le reste de ma vie, c'est de trouver ma place. Et ça, en termes de sentiments, c'est une espèce de chaleur au bas du ventre quand vous faites, qui fait que le jour où vous l'avez plus, c'est le moment où vous devez changer de place. Matryoshka. Mais quel est ce métier sans nom? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Matryoshka cette semaine ne se plonge ni dans le passé, ni ne se projette dans l'avenir. On va s'ancrer sur le terrain et on va apprendre à trouver sa place grâce à Léa Moukanas. À 21 ans, elle est notre plus jeune des Matryoshka et vous remarquerez que ça ne fait pas d'elle la moins grande, mais elle est surtout connue pour avoir été la plus jeune présidente d'association caritative d'Europe quand, en 2015, du haut de ses 15 ans, elle crée l'association AIDA, une association qui mobilise désormais 80 000 jeunes par an, que ce soit des lycéens ou des étudiants, tous s'engagent pour des jeunes du même âge qui sont dans des hôpitaux et atteints du cancer. Léa Moukanas a une pensée riche de son action au quotidien et aussi de ses racines franco-libanaises. Elle fait aujourd'hui partie des 10 cofondateurs du Collège citoyen de France, avec entre autres Tania de Montaigne ou JR et d'autres acteurs de la société. Cette nouvelle école prépare les acteurs publics de demain avec cette devise « Changer le monde, ça s'apprend ». Et autant dire que changer le monde, c'est bien son ambition à sa génération Z, à Léa Moukanas. La preuve. On nous a souvent appelé génération canapé, génération sacrifiée, enfin il y a eu pas mal de noms. Pour moi, on est une génération engagée, on est une génération de terrain. Je pense que c'est vraiment la génération du faire et la génération de si ça n'existe pas, je le fais. Mais c'est pas forcément que je crée quelque chose, mais je le fais en tout cas et je ne m'arrête pas au fait que les choses n'existent pas. Et ça, je pense que c'est très propre de notre génération. Je pense qu'on est une génération qui veut changer le monde aussi. Ouais, vous le sentez vraiment comme ça? Ouais, je pense qu'on est une génération qui veut changer le monde. Je pense qu'on est une génération qui joue beaucoup plus collectif que les générations précédentes. On serait une très bonne équipe de foot. Moi, je pense que si on faisait l'Euro, là, on gagnerait parce que on a une capacité à se faire des passes et à jouer collectif qui est assez étonnante, je trouve. Alors, bien sûr, il y a tout dans une génération, mais je trouve qu'on est quand même dans un écosystème... voilà, on a envie que ça marche et on sait que le monde dans lequel on va grandir demain, le monde dans lequel on va élever nos enfants si on en a, ou on va en tout cas grandir, en fait, si on ne se retrousse pas les manches, si on ne se fait pas des passes et si on ne joue pas collectif, on ne va pas y arriver. Et vous voyez comment ma génération à moi? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous avez l'impression que finalement ce qu'on vous a légué, c'est n'importe quoi? Moi, par rapport à votre génération et à la génération de mes parents, je leur en veux pas parce que je ne sais pas très bien s'ils avaient le choix en fait. Ils se sont construits dans une société où fallait passer son bac, avoir un métier, avoir des enfants. Et l'objectif, c'était de faire vivre ses enfants. Et ils ne viennent pas forcément, en tout cas mon père, de milieu où ils avaient toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Donc c'était leur façon à eux d'être responsables. Vous, votre façon d'être responsable, elle est différente aujourd'hui? Moi, ma façon d'être responsable, c'est pas d'avoir un métier qui va me permettre d'élever des enfants. C'est peut-être hyper égoïste. Hein. Non, peut-être pas. Mais ma façon d'être responsable, c'est de m'engager pour le monde de demain. Et c'est de faire en sorte que le monde dans lequel je vis moi, mais aussi le monde dans lequel on vit collectivement, soit un meilleur monde où il y a plus de solidarité, où il y a plus d'engagement. Et je pense que c'est une question de responsabilité et que c'était juste pas la même responsabilité pour votre génération que ça l'est pour la nôtre. C'est pas la même conscience du monde qu'on avait. Je sais pas quelle conscience vous aviez à cette époque-là, mais je crois juste que notre état d'urgence n'était pas le même et que votre urgence, c'était fonder une famille, et c'était construire les choses et c'était... rentrer aussi peut-être dans... Je suppose qu'être une femme, en tout cas au Liban, à l'époque où ma mère pouvait avoir mon âge, c'était pas aussi libre qu'être une femme aussi aujourd'hui. Et ça pose aussi plein de questions en termes de responsabilité. Est-ce qu'elle a eu une responsabilité ou est-ce qu'elle a eu une pression qui est venue étouffer cette responsabilité? Et oui, le sens de la responsabilité, c'est en effet réorienté et a pris une nouvelle direction. Les priorités ne sont clairement plus les mêmes et nos générations, celles de Léa et la mienne, nous ont modelé totalement différemment. Mais ce qui est assez géant, c'est que chaque génération possède des codes pour décoder, pour répondre à sa façon aux enjeux qui se posent. Et si les atouts de la génération Z, ce n'est entre 1995 et 2010, c'est de jouer collectif, eh bien, se faire des passes, c'est une façon de transmettre au même moment où on reçoit. Un peu comme une sorte d'instantanéité face à l'urgence,
une capacité d'agir, quel que soit l'âge. Mais alors, est-ce que l'âge, ça compte vraiment? Quand je me suis engagée avec Aïda, je pensais au départ que l'âge c'était un handicap, parce que j'avais 14 ans, parce que je montais mon association, parce qu'on me disait que j'avais pas ma place à l'hôpital parce que j'étais trop jeune. Et j'ai longtemps menti sur mon âge. Je dis que j'avais 10 ans ou 15 ans de plus et je prenais les vêtements de ma mère, je me maquillais beaucoup à 14-15 ans pour avoir l'air plus vieille. Puis après, les gens m'ont définie par mon âge aussi. C'est la plus jeune présidente de l'association d'Europe. Ce qu'elle fait, c'est génial parce qu'elle est jeune. Et ça a été quelque chose à l'opposé très lourd parce que, évidemment, c'est génial d'avoir des gens qui vous soutiennent. Et en même temps, ce qu'on fait sur le terrain chez Aïda, c'est pas seulement défini par notre âge. Et comment, quand on est jeune, on se dit qu'on a quelque chose à donner? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a déjà assez reçu ou est-ce qu'on ne se pose pas la question? On ne se pose pas la question, on fait. Je crois que moi, je ne me suis jamais posé de questions au départ. Je m'en pose beaucoup plus aujourd'hui, mais au départ, on avait juste envie de faire, on avait juste envie d'être utile. On se retrousse les manches et on y va. C'est quoi une pulsion? C'est une urgence, je crois. Et c'était quoi qui définissait l'urgence, là? Je ne sais pas très bien avec le recul, mais j'avais l'impression qu'on était dans un état d'urgence constant et que tout devait être fait tout de suite parce qu'il ne fallait pas perdre de temps et il fallait aller vite et il y avait trop de besoins sur le terrain, il y avait trop de gens qui avaient besoin d'aide pour qu'on puisse s'arrêter. Comment vous avez été sensibilisée au sujet que vous vouliez traiter, à l'urgence qui vous paraissait si puissante? Moi, il y a ma grand-mère qui est tombée malade donc quand j'avais 14 ans, qui a eu une leucémie, donc un cancer du sang, qui est décédée très rapidement. Et à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle. Et ça m'a marquée parce qu'eux étaient entourés d'adultes toute la journée. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire parce qu'on a le même âge, on parle le même langage et c'est pour eux que j'ai envie de m'engager aussi. Et donc l'idée de s'engager justement pour quelqu'un du même âge, donc là la question de l'âge compte, ouais. Du moment de vie compte, vous pensiez que vous pouviez partager quoi en fait finalement de façon un peu horizontale? La transmission entre les âges compte, mais peut-être pas l'âge en tant que tel. Les 15-25 ans, les jeunes à l'hôpital, c'est des tranches d'âge à part. C'est des adolescents et des jeunes adultes, c'est pas des enfants, c'est pas des adultes. Et donc il faut vraiment qu'ils aient un accompagnement, une prise en charge qui soit adaptée. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi en montant Aïda, c'est de se dire comment est-ce qu'on recrée, comment est-ce qu'on refait rentrer l'adolescence à l'hôpital et comment est-ce qu'on recrée vraiment l'univers de l'adolescent, l'univers du jeune adulte à l'hôpital. Il y avait votre grand-mère qui était malade. Elle, ce qu'elle vous a transmis, c'est son nom pour nommer l'association. Et elle vous a apporté quoi d'autre dans cet engagement-là? Elle m'a transmis son prénom, mais elle était très engagée. Et je crois que le Liban aussi, de façon plus générale, je suis d'origine libanaise, vous transmet un peu ce côté je vais reconstruire avant même que les bombardements soient terminés. Vous dites que votre grand-mère s'engageait aussi. Elle s'engageait en quoi? Ma grand-mère, elle s'engageait dans une association au Liban qui s'appelle Basma. Basma en arabe, ça veut dire sourire. C'est une association qui aidait les familles en grande précarité au Liban. Et quand elle est décédée, j'ai vu une vidéo d'elle en ligne sur YouTube où elle racontait son engagement. Et elle disait, moi, la raison pour laquelle je me lève tous les matins, c'est pour aider des jeunes à être autonomes et à se construire demain. Et là, j'ai compris aussi que mon engagement avait du sens et qu'elle aurait aimé qu'on aide ces jeunes. Donc, vous avez commencé à lancer cette association. Vous dites à chaque fois c'est votre idée au départ à vous seul ou alors vous l'avez fait en co-construction? C'est un mot à la mode. Exactement. Au départ, je l'ai porté et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeunes dans ma classe qui avaient hyper envie de s'engager et en fait, c'est devenu leur projet aussi. C'était autant mon projet que leur projet et autant mon idée que leur idée et c'est allé très très vite en fait. Je crois qu'au bout de 3 mois, on était 70 dans la promo à arriver le matin avec les t-shirts de l'association, à les vendre aux profs, aux intercours pour lever des fonds, c'était hyper marrant. Et c'était vraiment... c'est allé très très vite et moi ça m'a dépassé très vite. Ça a arrêté d'être mon idée, je pense, au bout de 2 semaines, quoi. C'était assez dingue. L'association n'est pas restée dans les couloirs du lycée et aujourd'hui, Aïda est devenue un groupe associatif avec des bénévoles, avec des salariés qui mobilisent une dizaine de milliers de jeunes, comme on l'a dit, chaque année. Mais si jeune, comment gérer une telle croissance? Eh bien, Léa sait encore écouter son intuition et créer une nouvelle stratégie à chaque nouvel enjeu sur le terrain. Exit le triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur, trop en défense. Elle agit, elle attaque
et s'inspire d'un autre triangle, créateur, coach, challenger. Léa Moukenas apprend en arpentant le terrain comme on apprend en marchant. Tout ne se fait pas tout droit, tout ne se transmet pas à sens unique. Les expériences se croisent. Là où j'apprends le plus aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 endroits. C'est à l'hôpital, dans la chambre d'un patient, mais c'est aussi dans le bénévole qui a une semaine d'engagement, qui arrive en mettant des nounours partout dans notre bureau et qui se dit juste qu'il a envie d'aider et qui a de l'audace et qui ne se pose pas de questions. Avant le confinement, je prenais un café par semaine ou un goûter par semaine avec un bénévole parce que c'était là où je nourrissais aussi les idées et c'était vraiment eux qui m'apprenaient les choses. Et je pense que non, il ne faut pas être mûr pour transmettre. Je pense qu'il faut juste aimer la vie et avoir envie que d'autres prennent le relais aussi. Dans les entreprises aujourd'hui, on a institué dans les grosses entreprises le reverse mentoring. Donc c'est une façon un peu théorisée pour l'entreprise de dire que finalement on va se nourrir des plus jeunes et justement de leur audace et de leur fraîcheur. Ça vous paraît cohérent comme genre de modèle? Vous avez beaucoup d'économistes ou de philosophes qui viennent parler sur cette chaîne. Moi, j'ai pas de théorie en particulier, mais par contre, je crois en la théorie du foot. Quand vous regardez l'équipe de France aujourd'hui, vous avez des très jeunes qui viennent de débarquer, puis vous avez des plus vieux qui ont un peu roulé leur bosse, qui ont fait 2 Coupes du Monde, 1 ou 2 Coupes d'Europe, enfin Euro. Et pour construire le monde de demain, c'est pas les plus jeunes qui vont le construire en disant les vieux, vous avez fait n'importe quoi, dégagez, on prend le relais. Et si on le construit sans les générations de demain, on ne va pas y arriver. Donc moi, je crois vraiment en ce partage et en ce binôme intergénérationnel. C'est en se faisant des passes et en se faisant des passes entre générations qu'on marquera un but. Et c'est la seule façon de le faire pour moi. Est-ce que ça dit aussi que dans l'engagement, on peut donner qu'à partir du moment où on est soi-même nourri? On peut donner sans s'épuiser à partir du moment où on sait qui on est et que si jamais les choses autour de nous s'effondrent, on ne s'effondre pas avec. Aïda a grandi très très vite. Une croissance rapide, c'est génial, mais c'est jamais très bon pour une structure, donc il faut la tempérer. Et surtout quand on n'a pas forcément l'expérience. Surtout quand on n'a pas forcément l'expérience, ou alors que la seule expérience qu'on ait, c'est l'expérience de terrain au jour le jour, et qu'on a 19 ans. Et c'est vrai que moi, je me suis tout de suite dit au départ, je vais donner à fond, et de toute façon, comme je suis une bosseuse, j'y arriverai, parce qu'il suffit juste de bosser. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas de bosser, il suffit d'avoir un équilibre, et que cet équilibre, il est absolument essentiel, parce que si jamais on ne l'a pas, tout ce qu'on construit et tout ce qu'on est dépend de ce qu'on construit. Et le jour où ce qu'on construit a un problème, on s'effondre aussi, on n'est même plus là pour le relever. C'est un peu comme... Alors, je ne suis pas maman, donc c'est peut-être des parallèles qui sont maladroits, mais... Enfin, vous êtes matrice quand même de pas mal, donc oui. Après tout, vous devez à peu près ressentir les choses. Pour tout projet qu'on monte, il y a un moment où c'est notre bébé, et il y a un moment où il faut accepter qu'il grandisse sans nous et d'être celui qui va lui tenir la main et qui va la lâcher à un moment. Et c'est dur, que ce soit pour un fondateur de start-up, que ce soit qui a mis ses tripes en montant le projet, que ce soit pour un président ou une présidente d'asso, et peu importe l'âge. La différence qu'on a quand on entreprend à 14 ans, c'est qu'en plus de lui lâcher la main, il faut aussi se construire soi en plus de le construire. Donc c'est peut-être la différence qu'il peut y avoir en plus, mais je crois que c'est une question qui revient partout. Et ça crée des triangles après. Vous savez, il y a le triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur. Et je crois que quand on crée un projet... Expliquez-moi plus. Quand on crée un projet, parfois on est amené à se sauver. Et ce triangle-là, il faut le casser. Et il y a une super théorie... super livre que je recommande qui s'appelle TED, qui a été écrit par David Emerald, qui est, je crois qu'il est sociologue aux États-Unis. Et ce livre-là, il vous explique qu'en fait, il faut changer un peu de paradigme, mais c'est pas victime, bourreau, sauveur, mais c'est créateur, coach et challenger. C'est vraiment voir les gens qui sont autour de nous, pas comme des victimes qu'on va aller sauver quand on s'engage, parce que c'est aussi le risque quand on travaille dans des milieux comme le nôtre, mais comme des gens qui sont capables de créer et que vous allez accompagner en tant que coach pour qu'ils aient toutes les cartes autour d'eux pour être capables de créer. Et est-ce que vous ne trouvez pas que ça résonne énormément avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société et les défis qui peuvent se poser? Après tout, on est quand même dans une ère victimaire où on a l'impression qu'on existe souvent quand on est victime. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on existe souvent quand on est victime. Après, est-ce que c'est très propre à l'ère dans laquelle on est maintenant ou est-ce que ça a toujours existé mais qu'on l'a moins matérialisé?
je saurais pas dire là-dessus. Moi, je pense qu'on est surtout dans une ère qui manque de bienveillance. Et je suis personne pour dire qu'un tel se pose en victime, parce que j'ai pas vécu ce qu'il a vécu, et on est tous légitimes de porter un message, mais je vais pas m'amuser à dire que telle ou telle partie de la société se pose en victime. En revanche, ce que je peux constater à mon échelle, c'est qu'on est une société qui est peut-être pas assez bienveillante. Et je crois que, j'espère que dans les prochains mois, on parlait de ce monde d'après, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il va être pire que celui d'avant. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques cartes à jouer pour qu'il soit pareil, voire un tout petit peu mieux, qui est la carte de la bienveillance, la carte de la solidarité, la carte du dialogue aussi, d'être capable de construire ensemble. Ça demande beaucoup de bienveillance, ça demande beaucoup de respect, ça demande un tout petit peu d'empathie. Et ça, je crois qu'on est tous capables individuellement de le faire. Pour une société un peu plus bienveillante, pour arriver à se faire des passes entre générations, à se transmettre des informations, à se faire comprendre les codes des uns des autres, il faut apprendre à faire société ensemble. Et vu comment elle se dessine, cette société, eh bien, il se pourrait bien que le modèle associatif prenne de plus en plus de place dans la façon d'organiser la cité, de répartir nos responsabilités pour avancer plus vite, de façon plus efficace et d'aller droit au but. Alors préparez-vous, parce que je vous préviens, dans quelques secondes, Léa renfile le maillot. Je suis féministe et je crois que c'est pas un gros mot de le dire, mais je crois qu'il y a aussi, il faut aussi se laisser le temps en tant que femme. Enfin, je crois que moi, chacun a son histoire. Moi, j'ai grandi en deux cultures où la conception de la femme est radicalement opposée et où parfois j'avais l'impression de faire des choses. Quand j'ai pris mon premier appart toute seule, j'ai l'impression d'être une fémène au Liban. Ma famille ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'à 18 ans, j'allais vivre toute seule. Il faut aussi laisser le temps à chaque femme de cheminer, et je pense que c'est quoi les enjeux qu'on a à venir, c'est peut-être rétablir aussi le dialogue. C'est-à-dire que là, il y a une parole qui est portée, qu'il faut continuer à porter, il faut continuer à faire entendre la voix, et il y a des associations, il y a des figures qui font un travail exceptionnel là-dessus. J'ai rencontré une association il y a pas très longtemps qui veut faire des manuels scolaires en Afrique pour aider à l'émancipation de la femme. Et je trouve qu'ils ont une approche super, c'est que cette émancipation-là va passer par des manuels scolaires qui vont être diffusés aux filles, qui vont surtout être diffusés aux garçons. Ouais, pour leur montrer que la femme, du corps. Sur la représentation du corps, mais aussi sur les manuels scolaires. Ils m'ont montré ceux qui existaient, c'est Fatoumata va faire le ménage pendant que son mari va gagner de l'argent pour la maison, etc. Bon, c'est très caricatural. Mais quand vous lisez ça en tant que femme, ça vous marque, mais quand vous lisez ça en tant que garçon, ça vous renferme aussi sur ça. Et donc, moi, je crois que la clé de beaucoup de choses, c'est l'éducation. Il y a une autre reconstruction qui est quand même hyper intéressante à aborder ensemble de ce qui se dessine aujourd'hui, c'est comment on fait société ensemble. Vous étudiez à la fois à Sciences Po, et en même temps, vous étudiez à Harvard, c'est ça ? Au travers des études que vous menez en parallèle de l'association que vous avez créée maintenant depuis de nombreuses années, est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur la façon dont on s'organise finalement en tant que citoyen petit à petit, quelle place on va prendre tous pour un vivre ensemble différemment? Ça, je crois qu'on le voit d'abord à l'échelle de la structure qu'on a créée chez Aïda, parce que si on prend la métaphore du foot, qui sera donc ma théorie, je décide de publier un livre après ça. Ouais, je crois que là, on est pas mal. On va vous publier. Si on prend la métaphore du foot, Benjamin Pavard, il accepte d'être défenseur parce qu'il se sent à sa place en tant que défenseur. Et en même temps, il va jouer ce rôle où il va remonter sur l'aile gauche pour aller faire des passes aux attaquants pour qu'ils puissent avoir des offensives vers le but. Et je crois que c'est ça notre rôle de citoyen. C'est à la fois se sentir à sa place dans son rôle de défenseur, dans son rôle de milieu de terrain, dans son rôle d'attaquant, mais aussi être capable de faire des passes. Il y a Kylian Mbappé qui a fait une passe, il aurait pu marquer, mais il a fait une passe à Karim Benzema qui était sûr de marquer. Et je crois que c'est ça aussi. C'est ça aussi la nouvelle génération. C'est-à-dire, je vous pose une question sur Harvard et vous me répondez sur Pavard et Mbappé comme ça. Ouais, peut-être. C'est la génération qui ne comprend pas les questions, peut-être. Mais... Si, complètement. Mais je trouve ça super parce que dans la façon hyper claire de... Moi, je pense qu'il ne faut pas faire très compliqué. Moi, je ne suis pas très adepte des théorèmes, des théories compliquées. Je trouve qu'on en a beaucoup trop déjà à l'école, donc je crois qu'il faut faire très simple. Mais c'est ce double rôle. C'est à la fois qui je suis
sur mon rôle sur le terrain et comment est-ce que je suis capable de mettre mon rôle au service des autres. Mais je ne peux mettre mon rôle au service des autres que si je suis à l'aise à ma place. Et moi, je suis convaincue que c'est une des clés pour le monde de demain, c'est aider les gens et accompagner les gens à trouver leur place pour que, en fait, on marque un but. La construction associative, vous pensez que on va de plus en plus passer par ce genre de modèle-là pour arriver à porter des voix, faire évoluer la démocratie? Vous le sentez aussi comme ça? Ce que permet le monde associatif, pour trouver sa place, il faut avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut avoir des figures dans lesquelles on s'identifie. Et ce que peut faire le monde associatif, c'est créer des figures de proximité, notamment dans les quartiers, dans les milieux ruraux, où les jeunes en particulier vont pouvoir s'identifier, mais les moins jeunes aussi. Alors que dans le monde mondialisé, le champ des possibles est parfois bien vaste, eh bien, grâce au monde associatif, on pourrait peut-être, à sa mesure, trouver sa place. Léa Moukanas, elle, est le fruit de la double culture libanaise et française. Et lorsqu'elle est arrivée en France, lorsqu'elle était tout bébé d'ailleurs, ses parents ont planté un cèdre, l'arbre libanais par excellence, dans leur jardin français. Elle s'est cherchée un temps et s'est trouvée. Voilà comment sa sève l'a portée. Je suis tombée sur un livre de Mère Teresa un jour et je trouvais que sur la photo, elle avait l'air très heureuse. Et je me rappelle avoir dit à mon père, papa, je veux devenir bonne sœur comme Mère Teresa parce qu'elle est heureuse. Et mon père, qui blémit et qui me regarde en me disant comme ça tu veux devenir bonne sœur, et qui me dit, tu sais, je devais avoir 8 ou 9 ans, tu sais, si tu deviens bonne sœur, je pourrais pas être grand-père. Bon, ça c'est une phrase de papa et d'homme assez classique, mais c'est vrai que je l'ai regardée et je comprenais pas pourquoi il me disait ça, parce que je savais pas très bien c'était quoi le métier de bonne sœur, mais je trouvais juste qu'elle avait l'air heureuse. Et donc je lui dis, ok, bon, si tu pourras pas être grand-père, je ferai autre chose. Et il y a pas longtemps, le jour de mes 20 ans, je déjeune avec mon père et je lui dis, papa, tu te rappelles ce que je t'ai dit quand j'avais 8 ans? Et là, il me regarde, il se dit, ça y est, elle va devenir bonne sœur, il va m'annoncer que voilà. Et donc je le regarde, je lui dis, non, je veux pas du tout devenir bonne sœur. Il te rappelle ce que tu m'avais répondu? Alors il se dit, elle est enceinte. Donc du coup, c'était la pire introduction pour lui dire que j'avais trouvé ma place. Et je lui dis, non, en fait, c'est pas du tout ça, papa. Je voulais juste te dire que en fait, je me sentais à ma place et je me sentais heureuse dans ce que je faisais. Et que Mère Teresa, elle était heureuse parce qu'elle se sentait à sa place, sans doute. Et que moi, aujourd'hui, je suis heureuse parce que je me sens à ma place, parce que je construis des choses tous les jours, parce que je suis sur le terrain, mais je réfléchis aussi beaucoup, je structure aussi beaucoup. Et que ma structuration part du terrain. Et c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me rend heureuse. Mon métier, il n'a pas de nom aujourd'hui, mais je sais qu'il me permet de trouver ma place. Et je crois que mon fil conducteur pour le reste de ma vie, c'est de trouver ma place. Et ça, en termes de sentiments, c'est une espèce de chaleur au bas du ventre quand vous faites, qui fait que vous savez que vous êtes au bon endroit et qui fait que vous savez que le jour où vous l'avez plus, c'est le moment où vous devez changer de place. En fait, ce que vous dites quand vous racontez ça, c'est finalement la question de l'ancrage dans le présent. C'est-à-dire arrêter de se projeter et juste être dans l'action. En fait, je crois qu'il y a deux choses. Centré. Il y a le fait d'être centré, il y a le fait... moi, j'aime bien la métaphore de l'arbre, parce que l'arbre, il a ses racines ancrées au sol, il a son tronc qui grandit, puis il a ses branches un peu qui ont la tête dans les étoiles. Moi, j'ai un peu la tête dans les étoiles. Souvent, je suis à la fois beaucoup sur le terrain, et puis à la fois, je suis une grande rêveuse, donc je pense souvent à autre chose quand on me parle. Donc j'aime bien cette métaphore de l'arbre et pour moi elle est assez représentative de cette notion de trouver la place et trouver sa place en particulier. Et après je pense qu'il y a un autre sujet, il y a la façon dont la société voit votre arbre et il aimerait bien que ce soit un chêne et vous aimeriez bien que ce soit un cèdre. Et ça je crois que c'est aussi un autre truc, c'est pour trouver sa place il faut aussi accepter que sa place elle est peut-être pas là où la société nous voit, elle est peut-être là où on a envie d'être nous. Et là où on a envie d'être nous, c'est peut-être un peu moins sexy que là où la société nous voit, mais c'est ce qui nous rend heureux et je crois qu'il y a un travail d'acceptation de ça aussi. Il y a une phrase que j'adore, que je répète souvent d'ailleurs dans Matryoshka, que j'ai lu en gros dans un livre de Daniel Maximin, qui est un de ces adeptes de la créolitude, un de ces porteurs de cette voie-là, qui dit, pour la métaphore de l'arbre, l'identité, c'est pas les racines, c'est le fruit. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on a les racines, mais on avance vers soi. Ça rebondit un peu avec ce que vous dites? Ça rebondit carrément parce que je pense que ce que je suis aujourd'hui est le fruit de mes racines, de mon tronc qui a grandi, de ma tête dans les étoiles,
Et je pense que c'est un mélange de tout ça. Et que je ne suis pas libanaise, je ne suis pas française, mais je suis tout en même temps et je suis rien en même temps. Donc et c'est ça qui fait que les gens sont passionnants aussi. Finalement, si on veut résumer, vous, Léa Moukanas, qu'est-ce que vous voulez transmettre et qu'on retienne de vous? Moi, j'ai une super théorie autour du foot. Moi, c'est ce que je veux qu'on retienne. Enfin, je veux dire, rendez-vous dans 2 ans. Voilà. Ça s'appelle Léa sur le terrain. C'est un podcast, enfin un livre, je veux faire plein de trucs. Non, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Moi, j'aimerais bien aider d'autres à trouver leur place parce que j'ai trouvé la mienne. J'ai été aidée par plein de gens, mais je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils m'ont aidée. Et j'aimerais bien, consciemment ou inconsciemment, pouvoir permettre à d'autres de trouver la leur. Et j'aimerais bien qu'à mon enterrement, il y ait quelqu'un qui prenne la parole en disant tu m'as fait prendre conscience de ça et donc grâce à toi j'ai trouvé ma place. Ou grâce à ce que tu as dit, j'ai trouvé ma place. Je crois que, pour moi, je crois que c'est la clé de beaucoup de choses. Et voilà, trouver sa place pour faire. Merci Léa Moukanas de nous avoir transmis cette philosophie de jeu. Et d'ailleurs, dans les prochains numéros de Matryoshka, on continuera de faire des interviews, des entretiens de ceux qui pensent et qui transmettent leurs pensées, leurs trucs de vie à l'usage des nouvelles générations face aux défis qui se posent. Mais on ouvrira aussi la porte à d'autres acteurs de la société qui, comme Léa Moukanas, sont sur le terrain. Alors, bel été à vous, chers thinkers, bel été à vous, chers doers. On se retrouve à la rentrée en septembre pour de nouveaux numéros de Matryoshka. Mais d'ailleurs, vous la sentez, vous, la chaleur là, au bas du ventre? Eh bien moi, grâce à vous, grâce à Matryoshka, je la sens. Alors merci à vous et à très bientôt. N'oubliez pas de partager ces épisodes, ces numéros de Matryoshka, d'aller chercher de nouveaux membres à notre communauté et on se retrouve à très bientôt. Salut! Matryoshka.